très heureux de recevoir Alafé Ouattara, lauréat 2023 du Trophée Mille Makeba, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, rassembleur intellectuel. Quand il a fait sa prestation la semaine dernière, nous n'avons fait que recevoir des félicitations. Ça venait des États-Unis d'Amérique. Les Ivoiriens des États-Unis d'Amérique ont appelé. Ceux qui sont en Allemagne ont appelé. Ceux qui sont en France ont appelé. Ceux qui sont, bien sûr, au Sénégal ont appelé. Ils ont dit, mais Alafé a été très brillant. Il faut le reprendre. Eh bien, c'est un plaisir que de le reprendre, Alafé Ouattara. À quoi va? Merci. Alors, première question. Il y a maintenant des usines pour transformer le café et le cacao en Côte d'Ivoire. Est-ce que dans la politique actuelle, les candidats disent, si nous sommes élus ou réélus, nous allons amplifier la transformation des matières premières, que ce soit le café, que ce soit le cacao, mais autre chose encore en Côte d'Ivoire. Est-ce que les candidats en parlent? Ça, c'est la première question. Monsieur le Président. On est dans le vif du sujet. Merci Totalement. à nouveau de me recevoir. Merci à mon doyen, merci au frère qui est là. Bon, les candidats ne le font pas assez parce qu'on a une période préélectorale marquée par un certain nombre de choses que vous savez, mais on a deux candidats à peu près nouveaux, pas des partis classiques, dont l'un est un journaliste comme moi, Hassan Tiomoko, un autre, le préfet Vincent Toby, qui, eux, font des propositions. Peut-être ils n'ont pas attaqué spécifiquement la question du cacao, mais ils essaient de faire des propositions pour la diaspora, pour la question de la nationalité, pour la lutte contre la corruption dont on parlait hors antenne, sur la question foncière, les terres. Donc, il y a ce débat qui est là, qui a lieu et qui se fait. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que, oui, sur la question de la transformation du cacao, pas seulement du cacao, mais du café, et ensuite la question de la transformation de l'anacarde, qui est quelque chose d'important, qui la Côte d'Ivoire est le deuxième producteur, je crois. Donc, il y a beaucoup de matières premières comme ça pour lesquelles nous gagnerons en valeur ajoutée, en plus-value, en faisant la transformation dans les conditions les plus certifiées possibles, avec des partenariats des pays qui consomment. Donc, je pense que il serait intéressant, effectivement, d'envoyer le débat vers ça. Encore que quand des candidats proposent de valoriser nos produits locaux comme la tchéké, souvent on se moque d'eux. Il n'y a pas que le cacao, il n'y a pas que l'anacarde, il y a aussi la tchéké. Ben, d'autres sont en train de reprendre, mais je pense que en son temps, Kakabe avait fait des démonstrations, mais ça lui est resté collé là. Et les gens se sont moqués de lui. Mais il n'y a pas que le cacao, il y a beaucoup d'autres produits. Et même avec la tchéké qui est aujourd'hui labellisée, certifiée, on peut faire beaucoup de choses. Alors, deuxième question avant de passer la parole à notre aîné. Détribaliser les partis politiques ivoiriens. Ça me revient, on m'a dit, pourquoi tu n'as pas posé la question à Alafé? Il faut détribaliser certains partis politiques ivoiriens. Alors, Alafé est là. Est-ce qu'il y a des partis politiques qu'il faut détribaliser ou pas? Ouais, il faut détribaliser le jeu politique et puis il faut détribaliser en chaque Ivoirien. Mais ce n'est pas une réalité ivoirienne, c'est un peu une réalité humaine, oui, en France, aux États-Unis, oui, ça existe. Quand les gens sont en difficulté, ils voient l'autre. Le mal, c'est l'autre. Les philosophes l'ont dit, les sociologues l'ont dit. Donc déjà, lorsque l'autre est le problème, cet autre-là, qu'il soit d'une autre nationalité ou d'une ethnie, il est un problème. C'est à l'instinct de conservation, les hommes, a priori, ne préfèrent qu'eux-mêmes. C'est partout dans le monde, les blancs comme les noirs. Et donc, ça commence par la tribu, ensuite ça arrive au niveau de la nation, avant la nation, il y a la région, et puis après la région, il y a la nation, et puis après la nation, il y a le continent, et après le continent, peut-être le monde. Et vous verrez que si on regardait le monde, nous qui sommes sur Terre, là, on aura peur de ceux qui sont sur Mars. On dit, les Martiens, ils viennent d'où? Ils n'ont pas d'origine. Après, le français, il est plus porté sur tout ce qui est français, il est solidaire par rapport à l'étranger.
Maintenant, quand on a quitté le français, on va voir l'Alsace, les gars de l'Alsace, les gars de Corrèze, les gars de Corse. C'est la même chose, à peu près partout. Donc, il y a des batailles qui se sont réalisées dans des pays pour sortir des tribus, des ethnies, pour parvenir à la nation. Malgré cela, des spécificités existent. Il y a des relents identitaires même dans des grands pays. Et effectivement, en Afrique et aussi encore en Côte d'Ivoire, cette tentation existe. Oui, il faut détribaliser, il faut le dire. Je fais ce constat pas pour dire que c'est normal, hein, mais pour dire que c'est un fait qui est là, qui profite à tout le monde, que chacun manipule selon ses intérêts du moment. Et autour des faits autour desquels on tourne, il faut peut-être le dénoncer suffisamment pour que le vote ne soit plus trop tribal. À l'époque, on présentait le président Gbagbo comme un candidat transnational en 2010. C'est-à-dire, il est issu d'une ethnie minoritaire, il a réussi à être président, et sachant qu'il était issu d'un petit groupe, il avait besoin de tisser des alliances et d'être transethnique et d'être au-delà de sa tribu. Donc, il a été présenté comme un candidat transnational. Mais il se trouve que, pour diriger aujourd'hui la Côte d'Ivoire, aucune ethnie n'est suffisamment nombreuse et n'est suffisamment majoritaire à elle seule pour y parvenir. Donc, il y a toujours des alliances et des cooptations qui se font, qui peuvent nous donner l'illusion de ce que nous ne sommes pas dans un schéma tribal à 100% dans les partis, avec certainement des dominantes de certaines entités, de certains groupes dans les partis. C'est ainsi que, à tort, certainement, les gens pourraient penser que le PIC est un parti baoulé, tribal, le RHDP est un parti musulman du Nord et Djoula, le PPACI de Gbagbo, l'ex-FPI à l'époque, était le parti des BT, des Dida ou des Zatier, on disait bad un moment, mais c'est des catégories qui peuvent de moins en moins fonctionner, mais certains manipulent cela, ça les arrange, et puis ça s'accuse mutuellement. C'est un constat, mais il est important de se mobiliser pour dépasser ça. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit notre ami? Pour moi, justement, je vais revenir sur la question peut-être de la transmission, parce qu'on compare l'organisation du pays avec, justement, vous faisiez la comparaison avec les autres pays, donc la France ou d'autres nations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas aussi important de mettre en avant l'histoire? Hors antenne, justement, on parlait du fait, est-ce que l'Afrique a toujours eu des déboires? Mais lorsqu'on s'organise, on essaye de faire comme les confrères, tout en oubliant qu'il y a quand même une profondeur dans l'organisation du pays tel qu'il était, avant même peut-être de s'appeler même Côte d'Ivoire. Donc, pour en revenir un peu à l'essentiel de la question, on parle du tribalisme, mais est-ce qu'il ne serait pas aussi important de rappeler quelle était peut-être la grandeur du pays et l'organisation en elle-même qui explique toutes ces ethnies pour pouvoir recentrer sur comment on pourrait s'organiser tout en gardant l'essence du pays en lui-même? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. C'est une suggestion, c'est une observation que je partage. Je suis tout à fait d'accord. Je veux, d'ailleurs, vous avez parlé de l'Europe, de l'avant-tout. Bon, souvent, j'ai un problème avec certains courants de pensée. Ouais, nos nations africaines, elles ne sont pas de notre volonté. Mhm. Je suis ivoirien, il est sénégalais, il est camerounais, il est togolais. Ça ne dépend pas de nous. C'est pas nous qui avons fait ça. Mais on assume, on est content. N'est-ce pas? Exact. Le Malien fait la guerre aux Guinéens. Oui. Le Malien fait la guerre aux Burkinabés. Mais ça vient d'où le Mali? Ça vient d'où le Burkina? C'est les Blancs qui ont créé ça. Mhm. C'est pas nos peuples qui ont construit les pays. Même les noms de nos pays ne viennent pas de nous. Mhm. Seul le Burkina a changé pour créer Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Côte d'Ivoire ne vient pas de nous. On est Ivoiriens, on est content, on brandit un drapeau orange, blanc, vert. Oui, on a eu le privilège de choisir notre drapeau. Mais le nom de notre pays, il ne dépend pas de nous. Le kilomètre carré, on est prêt à faire la guerre pour défendre ça. Ça ne dépend pas de nous. Mais on dit on est indépendant. Indépendant de quoi? Indépendant de leur volonté. Non, mais on est indépendant grâce à leur volonté. Ils se sont réunis à Berlin à une période. Et puis ils disent ce territoire-là s'appellera X. Ce territoire s'appellera ça. Et ils nous ont donné le nom de nos pays, les kilomètres carrés. Et puis quand on a créé l'Union africaine dit la base de l'Union africaine, c'est l'intangibilité des frontières. On accepte ce qui a été fait. Bon, si on accepte ça là, bon, après, on se meut dedans.
on devrait accepter beaucoup de choses. Tout part de là. Tout part de là et on a 54 États aujourd'hui. On est fiers de ces 54 États divisés. Et puis on dit on est indépendant. Mais on est manipulé dans nos indépendances pour leur permettre de rester forts. Eux, ils créent des grands groupes, des grands ensembles, ils se mettent ensemble. Mais nous, on a du mal à réussir ces grands ensembles. Et on se combat. Et puis on a 54 passeports en Afrique. Est-ce qu'on pense que c'est notre destin de vivre cette division-là? Mais justement, Notre liberté, qu'est-ce qu'on fait pour changer? Quoi? Rien. À part les discours. Il est temps de dire la première révolte, la toute première révolte à faire, c'est de mettre fin à ça. Au lieu de faire des discours sur eux, leur volonté de nous coloniser, leur volonté anticolonialiste. Mais nous, notre volonté d'exister, de devenir des hommes dignes, libres et fiers, de nous assumer par rapport à notre histoire d'Africains, une histoire propre faite par nous. Comment faisons-nous pour l'assumer? Si nous ne sommes pas capables, si nous n'en sommes pas capables, il faut qu'on arrête de bavarder. Amen. Vraiment, je suis M. Blaison, j'ai 93 ans. Le 15 juillet prochain, j'aurai mes 93 ans. Je suis né le 15 juillet 1932. Mon père a été réquisitionné en travaux forcés. Moi aussi, j'ai été réquisitionné en travaux forcés au moment où je faisais les travaux forcés. En 1943, sous la route Quibli-Man, en ce moment-là, mon père, il est ici en Europe pour la guerre. Il était ici. Et oui, il est venu faire la guerre. Lui, il a été réquisitionné pour envoyer sous la route. Et sous la route, on l'a réquisitionné pour l'envoyer faire l'armée ici. Ce qu'il fait qu'on a trouvé, on dit qu'il est mort. Et on est resté 10 ans sans se trouver où est le père. C'est lui qui est venu en 44. Il est venu en 47 pour m'enlever sous la route. En ce moment, j'étais déjà grand. Donc aujourd'hui, je ne me réclame pas en tant que linguistique français miaulé. Mais je me bats. Très bien. Je dois d'abord remercier Monsieur Wakili, et j'ajouterai que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que moi, quand on me demande, j'ai des étapes. D'abord, je suis africain. Ça, c'est ma première identité, c'est africain. Après, je deviens ivoirien. Bon, si je suis africain, donc ivoirien, c'est devenu un pays. Mais d'abord, je suis né de l'Afrique. Je ne suis pas né comme ça en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à l'Afrique. Maintenant, je suis ivoirien. Et maintenant, j'ai un village. Et j'ai une région. Donc, j'ai la région de l'Ouest. Les gens disent, mais toi, tu te dis toujours africain. J'ai dit oui. Il y a une dame qui m'a dit une fois, parce que Gbagbo a construit, comment dirais-je, l'assemblée de Yamoussoukro. La maison des députés. Des députés. Elle dit, mais pourquoi Gbagbo n'est pas allé construire sa maman? J'ai dit, mais madame. Maman, le village de Gbagbo. Ouais. Voilà. J'ai dit, mais c'est pas Gbagbo qui a donné l'indépendance. Et celui qui a fait que Blanc dit que vous êtes indépendant là. C'est là tout doit commencer d'abord. Parce qu'il est le premier. C'est lui qu'on doit honorer. Partant de lui, le pays sera bien. Mais si on arrive à dire non, moi je veux construire ça chez moi, je veux construire ça chez moi, alors chacun qui va prendre le pouvoir, il va faire la même chose. Donc le pays n'a pas de gouvernant. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ah, totalement. Totalement. Donc, ce que vous venez de dire, ça me va tellement droit au cœur, parce que, étant
un bonhomme. Je peux dire, j'ai beaucoup travaillé pour mon pays. Des travaux forcés. Je me suis trouvé en prison à Yamoussoukro en 62, avant de venir ici en 68. Mais je ne suis pas venu ici pour rester. Mais malheureusement, il y a des circonstances qu'on attribue au Dieu. Et ce qu'il fait toujours est bon. Parce que si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas vous croiser aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Bon, Donc, je viens. Ce que M. Wakili a parlé, c'est pourquoi autre jour, à l'Assemblée, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, l'Afrique que nous avons là, il faut qu'on le définisse et qu'il y ait deux nations pour toute l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Parce que nous vivons dans les villages, on ne vit pas dans les pays. On ne vit pas dans les pays. Très Nous bien, vivons homme dans de les Dieu, villages. très bien. Je vous remercie. Avant de donner la parole à M. Doucouré, qui est enseignant-chercheur, il y a maintenant les États-Unis d'Amérique qui est en train de dire tel pays, les ressortissants de Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est sur la ligne. C'est-à-dire les ressortissants de Côte d'Ivoire vont être interdits bientôt de mettre les pieds aux États-Unis. Mais il n'y a pas que les ressortissants ivoiriens, il y a d'autres ressortissants. Alors, Président, est-ce que nous devons, ces pays-là doivent prendre les mêmes décisions en disant, à partir de maintenant, puisque Trump nous interdit de venir aux États-Unis d'Amérique, nous allons interdire aux Américains de venir dans nos pays. Est-ce que ce serait responsable ou irresponsable? Je pense que il ne faut pas exclure cela. Il me semble que le Tchad l'a annoncé. Il ne faut pas exclure cela, mais c'est en même temps l'occasion. Vous savez, il y a plusieurs catégories de personnes dans un pays qui vont dans ces pays-là. C'est peut-être l'occasion de faire un audit complet pour toutes les diasporas. Hein. On le fait souvent, on dit on a besoin des diasporas, de faire un audit complet. Depuis 1960, combien d'Ivoiriens sont allés aux États-Unis? De 1960 à nos jours. D'avoir des statistiques. Combien ils sont restés? Combien ont fait des enfants devenus des Américains qui ne viendront plus? Les fonds de la diaspora, la Côte d'Ivoire reçoit combien par an des États-Unis? Qu'est-ce que nous gagnons? Et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire vend là-bas en retour? Ça doit exister, mais il faut les mettre à jour. Pour voir là-dedans, puisque les Américains, ce qu'ils veulent nous faire subir, comme à d'autres pays, c'est des statistiques sur plusieurs raisons. Quand, par exemple, 1000 Ivoiriens vont par an, il y a 1000 visas. Parmi ces visas et passeports-là, il y a combien de faux dedans? Qu'ils nous disent. Donc, il faut des données chiffrées. Il y a combien de faux? Quand il y a 1000 visas le mois ou 10 000 l'année, ceux qui vont aux États-Unis, qui ne reviennent pas à temps, ou on doit faire 6 mois qu'on a un visa d'1 an. Il y a des durées de séjour. Donc, ceux qui restent définitivement, être sans papier, pour espérer se déclarer réfugiés dans le vrai ou le faux, ceux qui se marient alors qu'ils sont allés pour la visite, qui se marient, qui reviennent, ceux qui sont enceintes, qui sont à 9 ou à 8 mois, qui ont un visa d'1 an, qui doivent faire 6 mois et qui accouchent aux États-Unis pour que leur enfant devienne américain. OK? Pour que leur enfant devienne américain. Absolument. Tout ça là, il faut regarder, il faut des statistiques, des chiffres. Les Américains doivent les avoir. Maintenant, on regarde. Si à cause de ces groupes-là, on doit avoir des problèmes, on dit aux Américains, non, prenez des mesures contre eux. Mais il y a des gens honnêtes, ou bien il y a des gens qui ne sont pas dans la magouille. Il y a nos passeports qui sont sécurisés. Vous n'allez pas à cause de ça. De toutes les façons, ils ont demandé des réponses à nos gouvernants, à nos gouvernements, au gouvernement de ces pays-là. Et je pense que les gouvernements de ces pays vont leur offrir ces réponses. Vous voyez dedans qu'il y a des pays comme l'Égypte, qui est un grand partenaire des États-Unis. Il y a un pays comme le Ghana qui est dedans. Il y a un pays comme le Sénégal. Bon, il y a des Ivoiriens qui disent, oui, c'est pas chez nous, il y a beaucoup de faux papiers. Mais je ne sais pas si dans ces pays-là, c'est pareil. Votre cher Sénégal est dedans. Totalement. Notre cher Sénégal est dedans. On espère qu'en 1 an, la situation ne s'est pas aggravée avec le Premier ministre Ousmane Sonko et que c'est des problèmes qui dataient du président Macky Sall. Et qu'en 1 an, le président Sonko devra avoir réglé cela, ces problèmes. Mais
C'est pour une série de préoccupations que nous devons adresser, que nous devons prendre à bras le corps. Et il ne s'agit pas de faire de la réciproque en tant que tel, mais je me dis que les États-Unis, de façon générale, sous le président Trump, doivent apprendre à respecter de plus en plus les autres pays, en particulier les pays africains. Mais on connaît la méthode Trump. On connaît la méthode Trump. C'est-à-dire que aujourd'hui, bon, on aura peut-être d'autres occasions pour parler de la méthode Trump en dehors de la question des visas chez nous, la méthode Trump avec Israël et Netanyahou, la méthode Trump avec le président Poutine, la méthode Trump ailleurs et partout sur le rôle de l'Amérique, etc. On aura l'occasion d'en reparler, Alors, mais voici ce que je voulais Président, dire. avant de passer la parole aux chercheurs enseignants, je veux vous poser une question. Les jeunes Africains fuient notre continent. Ils quittent la Guinée, ils quittent le Sénégal, ils quittent le Mali. Ils viennent massivement en Europe. Dans la campagne électorale, est-ce qu'il y a des, disons, candidats honnêtes, dynamiques, qui prennent ça à bras le corps maintenant en disant il faut, à partir de maintenant, qu'on trouve une solution contre le départ massif de nos jeunes de nos pays respectifs? Président. Oui, je vous disais tout à l'heure, les débats de fond, les débats de programme n'ont pas encore commencé. Mais la question de la migration irrégulière, illégale et dangereuse et mortelle est une question qui est au cœur des débats, même en dehors d'une période électorale, parce que c'est des choses qui nous ont choqués, qui nous ont frappés avec ce qu'on a vu en Libye. Mais il y a des débats qui se font en Afrique. On a vu ces enfants dans les routes d'un avion en Côte d'Ivoire, en Guinée. On a vu ceux qui prennent les navires au Sénégal, en Libye, en Tunisie, partout en Afrique. C'est un problème qui frappe partout. Mais il faut nuancer. L'Afrique, c'est quand même 1 milliard, non, aujourd'hui? Absolument. Il n'y a pas... L'Afrique est vidée. La Côte d'Ivoire, c'est bientôt 30 millions d'habitants. Nous y sommes. C'est vrai, il y a des gens à l'extérieur. Mais je ne crois pas qu'il y a aujourd'hui un pays africain dont les nationaux d'origine sont plus nombreux à l'étranger que ceux qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup de Camerounais hors du monde, mais les Camerounais sont plus nombreux au Cameroun que ceux qui sont dehors. Et ils prennent pas... D'ailleurs, le Cameroun n'est pas dans la liste des gens qui prennent les bateaux, la vie pour aller mourir. Mais cela ne signifie pas... Il y a peut-être une culture, il y a quelque chose, mais cela ne signifie pas que ce pays est le plus heureux d'Afrique. Si vous remarquez, vous verrez qu'il y a souvent peut-être l'Afrique de l'Ouest, je ne sais pas si c'est une malédiction ouest-africaine, mais dans ces choses-là, bon, il y a quelques autres nationalités, mais on n'en parle pas souvent, on parle peut-être davantage d'Ivoiriens, de Maliens, de Sénégalais. Il faudra regarder, il y a d'autres nationalités dont on ne parle pas, mais souvent les Ivoiriens, pour se défendre, disent que notre passeport est séduisant, donc tout le monde se fait passer pour Ivoirien, alors qu'en réalité, ils ne seraient pas des Ivoiriens. Bon, on en reparle. L'enseignant-chercheur, ton regard sur tout ça. Alors, merci pour l'invitation, merci pour les différentes interventions. Déjà, pour la question de l'intégration africaine et la migration, les derniers sujets que vous avez abordés sont plus ou moins liés. S'il y a une bonne gouvernance et que l'accès aux différentes fonctions après les formations universitaires et autres, sans conséquence des partis politiques dont le tribalisme vous parlez, mais les jeunes resteront pour travailler. Voilà, donc c'est plus ou moins lié. C'est lié toujours à un problème d'intégration d'abord. Pour faire l'intégration africaine, il faut passer d'abord à l'intégration nationale, ce qui n'est pas le cas. Et le tribalisme, c'est une réalité. Le tribalisme, moi je parlais du tribalisme positif lorsque on est au pouvoir, qu'on prend quelqu'un qui a le diplôme et la capacité qu'il faut pour occuper un poste conséquent. Cela peut avoir pour une conséquente une bonne gestion, ce qui n'est pas malheureusement le cas. Quand on prend dans différents pays aujourd'hui, il y a de hautes fonctions, souvent ministérielles, qui sont occupées par des personnes qui n'ont aucune compétence. Donc, quelle gestion va-t-il avoir? Encore, c'est ceux-là qui doivent aller discuter pour parler d'une intégration quelconque. Vous pensez qu'ils mettront l'intérêt de la nation ou de la nation de l'Afrique avant tout? Ils mettront leur intérêt. Parce que sans la politique, sans le biais de la politique, ils n'accéderont pas à ces postes-là. Ils n'auront pas les situations aisées qu'ils ont. C'est ça le drame. L'intégration africaine doit commencer d'abord par la reconnaissance des compétences et donner à Jean ce qui revient à Jean, pour pouvoir aller d'abord.
après la réconciliation ou bien l'unité nationale, en mettant de côté le tribalisme, pour moi, qui est une plaie, qui est une réalité, on arrive à avoir des nationaux compétents qui sont capables de discuter des modalités d'intégration. Parce que c'est tout un processus. Voilà, il y a les étapes. Ça ne se fait pas comme ça. On peut en parler, mais il y a des étapes. Voilà, il faut s'asseoir, il faut mettre les tests, et puis il faut commencer, il faut expérimenter, et puis il faut ensuite implémenter, avant de parler de l'intégration nationale. Le scientifique, c'est très bien, mais l'Union africaine, justement dans le cadre de l'unité continentale, a approché les autorités ivoiriennes en disant qu'il faut que l'élection présidentielle se passe dans de très bonnes conditions. Est-ce une bonne nouvelle ou pas? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que l'Union africaine fait souvent. C'est une bonne nouvelle. C'est intéressant que l'Union africaine soit présente, je crois, cette année, comme en 2010, peut-être comme avant, comme en 2015 ou 2020 surtout. Mais on a vu que souvent, l'Union africaine a approché toutes les parties ivoiriennes, hein, les principaux acteurs politiques, pas seulement les autorités ivoiriennes. L'Union africaine a approché toutes les parties prenantes. L'Union africaine avait fait ça en 2010 et on a vu que lorsque elle a proposé des recommandations devant s'opposer à tout le monde, des recommandations, lorsqu'elle a été approchée, lorsqu'elle est intervenue dans le processus en 2010, elle a dit ce qu'on dira là, c'est sans recours, toutes les parties doivent s'engager à accepter nos recommandations. En 2010, ce qui s'était passé, mais on a vu que l'Union africaine n'a pas été en mesure de faire valider ces recommandations. Aujourd'hui, 15 ans après, en 2025, elle n'a pas encore dit cela. Elle n'a pas encore dit que ce qu'elle va préconiser devra être appliqué de gré ou de force. Je pense que, instruite par l'expérience, peut-être qu'elle ne fera pas la même chose que l'on dit. Et déjà en 2020, l'Union africaine était là dans la petite crise qu'on a connue. Donc, en fait, l'Union africaine, c'est un peu comme la CEDEAO. Elles ont, ces institutions, le mérite d'exister, mais elles travaillent souvent dans un contexte difficile, avec des attentes fortes de part et d'autre, comme un habit de football. Un habit de football peut commettre peut-être des erreurs, mais ça n'empêche pas de gagner la Champions League, la Coupe du Monde, malgré les erreurs. C'est rare, sauf qu'il y a eu une fraude ouverte ou manifeste, on invalide la victoire et on arrache le trophée. Ouais. Mais en général, des petites erreurs d'arbitrage peuvent arriver, et puis le match est validé. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à considérer, malgré l'ampleur et l'enjeu, c'est des nations qui sont en face. C'est des nations, c'est des milliards dépensés. Ça vaut souvent la passion, la folie du football, des enjeux politiques, des ambitions individuelles. Ça vaut, c'est même plus. Mais après tout ça, après toute cette folie souvent sur le terrain, après toute cette folie de millions de supporters, quand il y a la défaite, les uns les acceptent. Et puis la vie continue. On vient de nous expliquer combien d'années le PSG a souffert pour gagner sa première Champions League. Combien de milliards ils ont dépensé. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Mais chaque fois, ils remettaient sur le métier, ils reprenaient à zéro, ils recommençaient. Et ils n'ont pas tout détruit. C'est souvent même dans la victoire qu'ils détruisent. Ils cassent les supporters. Mais dans la défaite, quelques-uns ont pu s'énerver, mais c'est la victoire qui entraîne souvent à détruire. Mais non, la défaite ou la contrariété ou l'échec, à un moment donné, par la faute de l'arbitre ou pas, je pense que l'attitude, le comportement et les règles. Bon, je terminerai pour dire que peut-être que c'est ce que j'ai constaté. D'ailleurs, j'ai écrit un livre, Can Foot Putsch. C'est vrai. Je vais dire une chose. La FIFA fait plus peur dans le monde en Afrique que l'ONU et l'Union africaine. Pourquoi? Pourquoi les gens ont plus peur de la FIFA? Ils respectent les règles de la FIFA et du football, du Comité international olympique, mais ils s'en foutent de l'ONU. Les gens s'en foutent de l'ONU. Comment on m'explique cela? Quand le CIO dit quelque chose, ça s'applique. Quand la FIFA dit quelque chose, ça s'applique. Parce que les peuples sont des passionnés de football, des fous de foot, c'est l'opium des peuples.
Le sport, les gens adorent. Il y a un seul pays qui s'en fout aujourd'hui, c'est la Russie. Ils ont été suspendus, bon, on s'en fout, la vie continue. Ils s'en foutent de la FIFA, mais ils veulent revenir. Ils s'en foutent de ça comme ils s'en foutent de l'ONU. Ils peuvent attaquer comme ils veulent. Mais en dehors de ça, surtout nos petits pays africains, là, quand la CAF veut se fâcher, quand la FIFA se fâche, ils arrêtent. Mais quand l'Union africaine parle, quand la CEDEAO parle, quand l'ONU parle, ils s'en foutent. Mais, Président, avant de passer la parole à la jeunesse, est-ce qu'on n'a pas peur qu'il y ait ce qu'on appelle l'ingérence étrangère dans l'élection qui se dessine en Côte d'Ivoire? Et ça, il faut en parler maintenant de manière pacifique. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il y a eu un moment où les Français faisaient la loi dans l'élection présidentielle, ils imposaient qui ils veulent. Aujourd'hui, les gens m'ont posé la question, posent la question à la fin. Est-ce que les Français ne vont pas encore quelque part manipuler l'élection qui vient? Président. Mais l'ingérence, chaque parti cherche à créer de l'ingérence avec son soutien présupposé. Il y en a qui redoutent l'ingérence de la France, mais il y a d'autres qui souhaitent que cette ingérence de la France soit en leur faveur. Il y en a qui souhaitent l'ingérence de l'ONU, des Nations Unies, il y en a qui souhaitent l'ingérence de l'Union africaine, donc, ou de la CEDEAO. C'est-à-dire, il y a des partis en présence. Si, par exemple, il y a une position qui est prise en faveur d'un candidat ou d'une partie, cette partie-là va dénoncer l'ingérence. Mais, si c'était en faveur de la partie qui dénonce l'ingérence, elle a dit que non, c'est normal. Donc, il faut observer ces choses avec un peu de recul et de détachement pour dire que chacun cherche l'ingérence, à savoir l'ingérence qui l'arrange. Il n'y a personne de façon absolue qui dit non, on est souverain. Une souveraineté d'ailleurs factice parce qu'on est dans un monde interdépendant. La souveraineté là, elle est vendue ou acceptée d'être vendue quand il s'agit de football. Par exemple, on n'a aucune souveraineté en football. C'est la CAF et la FIFA qui décident. En sport, on n'a aucune règle. C'est la CAF et la FIFA qui décident. Mais quand il s'agit de politique, on devient souverain. C'est comme ça le monde. Je vois. C'est-à-dire les règles du football, là, les règles du sport, là, ça ne dépend pas de nos pays. La CAF et la FIFA sont contents et nous laissent un peu, on est souverains. Mais ça ne vient pas de nous. Voilà. Voilà, donc c'est comme ça le monde économique, le monde sportif, mais on prend une petite part de souveraineté dite politique. Et puis on pense qu'on est souverain, mais bon, c'est des illusions. D'ailleurs, il n'y a pas de souveraineté absolue. Même la souveraineté d'Israël, avec laquelle M. Netanyahou bombe le torse, c'est une souveraineté qui dépend des États-Unis. Il n'est même pas souverain, il peut faire le malin, aller bombarder l'Iran. Mais si les États-Unis n'étaient pas là, que ferait-il? Il n'a aucune souveraineté valable. Regardez le nombre de pays qui les aident pour stopper les missiles iraniens qui arrivent. Donc, tout ça, il y a un monde interdépendant. Donc la souveraineté absolue n'existe pour personne. C'est des illusions dont il faut sortir. Il faut cesser de se nourrir de ces illusions-là. Et pour ça, moi, je veux faire des débats profonds avec des souverainistes. Pour leur dire, si un souverainiste, il y a des gens qui veulent faire croire que les religions sont nées en Afrique parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais un bon souverainiste africain, il ne peut pas être catholique. C'est vrai. Il ne peut pas être catholique. Je peux faire ce débat de fond. Oui, il y en a quand vous leur posez la question, oui, non, l'Afrique est le berceau de l'humanité, donc tout vient de l'Afrique. Donc même si, après l'Europe nous a apporté ça, nous on considère que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais qui a dit l'Afrique est le berceau de l'humanité? C'est jamais les Africains. C'est pas nous les Africains qui avons découvert ça en plus. C'est les historiens de l'Europe ou d'ailleurs. C'est pas nous les Africains qui avons écrit l'histoire. Je ne rentrerai pas dans ce débat tout de suite. Oui, on a aujourd'hui des pistes pour mon prochain débat ici. Sur autre chose. Oui. Autrement dit, l'Afrique, je suis d'abord très content que vous ayez ce petit livre. Et ça me va droit au cœur. Je vais le lire. Je vais le lire. Parce que l'Afrique, c'est normal que... Parce que les gens disent Dieu n'existe pas. Ou on dit l'Afrique a sa culture. Mais la culture de l'Afrique, là, où elle se trouve? Ouais. Parce qu'en réalité, on dit tout le monde est né en Afrique. Et le pays, c'est le berceau de l'humanité. Et on est né là. Et c'est sous nous, c'est nous qui avons blanc, noir, tout le monde vient de là. Et puis nous trouvons des marchepieds.
Mais il y a quelque chose. Et cette chose-là, vous allez faire un débat tout seul un jour quand vous aurez fini à lire le bouquin. Écoutez bien, J'aimerais je vais vous dire, Cheikh Anta Diop et nous autres, on a débattu de tout ça. Cheikh Anta Diop a fait ses recherches en Égypte. Il est allé au fond, c'est-à-dire l'œuvre de Pharaon, il a tout montré dans Nation Nègre et Culture. Et on a débattu nos religions. Moi qui vous parle, j'ai été d'abord animiste. C'est-à-dire que j'ai été dans les forêts sacrées. On m'a initié à des machins terribles en disant, voilà, si tu es malade, voilà les plantes médicinales qu'il faut prendre. Si tu veux tuer le serpent, comment... Je vous dis ça, quand j'étais animiste. Entre-temps, arriva d'abord l'islam. Hein? Avant que j'aille à l'école française, c'est l'islam qui est venu dans mon village. Et après, j'ai embrassé aussitôt l'islam, parce que tout simplement, il y avait des versets qui me permettaient de croire que l'homme ne pouvait pas faire du mal. Et j'ai retrouvé ça, quand j'étais animiste, ce côté respect de l'être humain, j'ai retrouvé ça à l'époque quand j'étais à l'école coranique. Ensuite est arrivée l'école française, j'ai vu beaucoup de machins et tout. Ce que je vais vous dire, le tout, c'est de croire d'abord en nous-mêmes. Ensuite, et je le redis ici devant Alafé, c'est de faire comme les Asiatiques. Ils ont leur religion, ils ont un passé. Et maintenant, ils s'ouvrent au monde moderne, à la technologie. C'est ça. Ouais. Munis de leur être Mais totalement. en entier. Tu as ton passé. Ils ne se dépossèdent pas de leur passé. Voilà. Nous, on en a été dépossédés. Voilà. Et on ne fait rien pour le reposséder. Voilà. Pourquoi? Et quand on veut le reposséder, c'est pourquoi que moi j'ai cherché. n'assure pas complètement l'héritage nouveau que nous avons. Voilà. Bon, monsieur l'enseignant-chercheur. Je voulais intervenir un peu sur la question du frère qui disait pourquoi l'ONU et l'OIA n'arrivaient pas à régler les conflits internationaux. Et puis, c'est tout à fait normal. Pour le problème de l'ONU vient de ce problème des droits de veto qui est donné à certaines nations, donc qui ne s'attendent jamais. Donc, pour qu'il y ait une application de certaines décisions, il faut que tous les pays ayant le droit de veto soient unanimes sur ce point-là. C'est ce qui empêche l'application tout ce qui concerne au niveau de l'ONU. Parce qu'il y a une grande nation comme les États-Unis derrière Israël, Israël peut se permettre, parce que l'Amérique va opposer son droit de veto pour une sanction contre Israël. En ce qui concerne maintenant l'OIA pour l'Afrique, je pense qu'il y a un problème d'abord au niveau des membres même de l'OIA. Quelles sont les conditions, ou bien quelles sont les conditions d'éligibilité et quels sont ceux qui sont membres de l'OIA? Et ce n'est pas les mêmes qui dirigent l'Afrique. Pourquoi vous voulez que je sois arbitre du match dont moi-même je suis prêt à tricher ou bien un conflit que moi-même je suis l'auteur? Je ne peux pas m'arbitrer moi-même de façon objective. C'est ça le problème. L'OIA doit être repensé, comme vous avez dit autrefois, mais les tests en profondeur déjà, pas inspirés de modèles occidentaux, parce que l'Occident, ce n'est pas l'Afrique. Il y a cette question aussi du travail de fond qu'il doit faire au niveau de l'OIA par rapport à l'intégration des membres. Vraiment des personnes de société civile comme le papa qui est là, qui sont prêts pour l'unité et l'intérêt de l'Afrique, pour composer. Pas les mêmes dirigeants qui doivent constituer le programme de l'OIA. C'est ce qui nous empêche aujourd'hui dans l'application, dans l'exercice des organes de l'OIA. Sinon, ça a des très bons organes, des tests bien définis. Alors, avant de passer la parole à la jeunesse, ceux qui se trompent en disant qu'il faut remplacer la France-Afrique par la Russie-Afrique, et je pose la question à la fait, ceux qui disent, voilà, les Russes seront meilleurs que les Français quand ils étaient là. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? C'est-à-dire que la France-Afrique, il faut l'éliminer en finir. Mais la Russie-Afrique, il ne faut pas non plus la preuve. Actuellement, ils ont échoué en partie au Mali. Ils ont échoué en partie, c'est la vérité. Les Russes ont échoué au Burkina Faso. Ils ont échoué un peu partout. Est-ce que ce n'est pas une bêtise que de dire, maintenant on a fini avec la France-Afrique, on se lance dans les bras de la Russie-Afrique? À la fin, Akili, avant que la jeunesse nous pose des questions. Oui, c'est ça. Il faut que l'Afrique arrête de donner l'impression de se chercher chaque fois des maîtres. Voilà. De la France-Afrique, on va à la Russie-Afrique, on est passé par la Chine-Afrique un moment. Il faut qu'on arrête ça pour être Afrique-Afrique. Totalement. Pour être nous-mêmes, Afrique-Afrique, Africain-Africain.
Et à partir de là, on ouvre des relations avec tout le monde, avec l'Amérique. Vous voyez ce qui se passe. Moi, j'ai suivi des sommets à pays arabes et Afrique. Il y a pays arabes et Afrique. Il y a Japon, Afrique. C'est le continent de tous les espoirs avec lequel tout le monde veut coopérer. C'est un atout extraordinaire que j'ai l'impression que nous n'arrivons pas à capitaliser. Nous devons parvenir à capitaliser cela. Finalement, on n'a pas de véritable relation Afrique en bloc. On a des relations et des pays africains, des petites entités africaines avec ces pays-là. Japon, Amérique, Chine, Inde, Russie. Donc, toutes ces situations devraient nous donner l'opportunité de repenser les choses, de repenser pour un nouvel agir africain. On a des dirigeants, mais ce qu'il dit, oui, c'est vrai, mais le problème, c'est quoi? Personne, légitime ou pas, n'a envie d'avoir le leadership qu'il faut pour dire c'est pas mon petit intérêt. Il n'y a aucun enjeu à diriger 30 millions d'habitants. On va gagner quand on ira où avec? Rassemblons-nous, faisons quelque chose et puis parlons. Mais en Afrique, les gens passent leur temps à combattre le franc CFA. Ouais. Mais ils ne trouvent pas anormal que depuis 65 ans, en dehors du franc CFA, l'Afrique n'ait pas été capable de créer une autre monnaie commune, au lieu de passer le temps à faire le procès de la monnaie coloniale. Mais pourquoi n'avez-vous pas pu créer une monnaie d'indépendant, une monnaie de souverain? Pourquoi? Ouais. Oui, mais pourquoi vous ne vous entendez pas? Qui vous en empêche? Personne. Même AES, ils se sont émancipés. Mais ils attendent quoi pour créer leur monnaie? Ils sont encore dans le CFA. Il faut dire la vérité aux Africains. Il faut arrêter les faux discours. Vous avez 54 passeports. S'il n'y avait pas le CFA, l'Afrique aurait 54 monnaies. Grâce au CFA, l'Afrique a 36 monnaies. Mais dites merci au CFA et réformez ça. Vous ne le faites pas, vous faites le procès du CFA matin, midi et soir. Et en dehors du CFA, chaque pays a sa monnaie. Chaque pays a sa monnaie. Mais c'est ça le destin de l'Afrique, chaque pays a sa monnaie. L'Europe, ils ont réussi à dépasser ça, ils ont une monnaie commune en Europe. Ils sont, maintenant, je ne sais pas combien, ils sont dedans. Mais nous, tout ce qu'on sait faire, c'est de dire c'est une monnaie coloniale. Mais vous avez été indépendant. La seule chose que vous avez réussi à faire, c'est de créer des drapeaux, des passeports, des hymnes nationaux, faire des élections, mais incapable de créer des process de solidarité et d'intégration et un marché commun. Ils ont lancé la ZLECAf, ils ont lancé le passeport unique africain, zéro. On a vu le président Kagame brandir ce passeport africain unique. Mais depuis lors, plus rien ne s'est passé. La zone de libre-échange économique, qu'est-ce qui se passe? Ben rien. Mais voilà les défis que l'Afrique doit relever. Voici les vrais débats que nous sommes prêts à faire pour interpeller, pour fouetter l'orgueil des Africains et puis leur dire de sortir des faux discours. Ça, c'est la jeunesse. La question. Ben moi, justement, elle est dans ce sens-là, parce qu'on parle beaucoup justement de l'Union africaine, de l'ONU et autres, mais au final, on se rend compte que ces organisations, elles sont quand même dirigées par l'extérieur. L'Union africaine à 70% par notamment les États-Unis, l'Australie, la Banque mondiale. L'ONU, comme on dit, il faut avoir l'unité. Donc la question, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une nouvelle ère où il y a quand même aussi l'entrepreneur et que ceux qui dirigent le monde, c'est quand même l'économie aujourd'hui et le droit. Il faut savoir qu'en Afrique, on a énormément de sachants. On a des entrepreneurs à la débrouille qui ont créé de nouvelles façons de consommer ou même de nouvelles façons même de payer. Quand on voit Orange Money, c'est venu aussi quand même d'Afrique l'essentiel. Donc maintenant, quand on sait tout ça, est-ce qu'il n'est pas temps aussi de peut-être réunir tout simplement les sachants, donc les entrepreneurs, avec nos avocats, avec nos intellectuels, et de mettre en commun les ressources pour justement créer cette nouvelle monnaie? On a de nouvelles monnaies qui créent tous les jours. Le bitcoin, la crypto-monnaie, toutes ces choses-là. L'Afrique est celle qui possède les ressources naturelles les plus... qui nourrit le monde. Donc, qu'on dit tout ça... ne serait-il pas temps
Allez-y, Président. Non, elle répondez. fait des propositions auxquelles j'adhère. Hein. Donc, de aujourd'hui, débattre on est en et phase, de il n'y a se pas de dire, polémique. Je suis tout à fait d'accord. de se dire, ben voilà, on va créer peut-être un sommet, vu qu'il y a beaucoup de sommets, et d'appeler simplement l'ensemble de nos Oui, je suis entrepreneurs, d'accord. de la Mais diaspora ce que aussi je qui veux investissent ajouter, en Afrique. c'est j'ai besoin, c'est de l'innovation en Afrique. Vous avez vu, on a créé le mobile money. Orange Money, je crois que ça vient d'Afrique. Aux États-Unis, ça marche aujourd'hui. Les gens, ça vient d'Afrique. C'est des solutions africaines pour renforcer l'inclusion, tout. Et vous voyez que ça marche bien, ça marche beaucoup en Afrique. La téléphonie aussi a beaucoup marché en Afrique, en Côte d'Ivoire, beaucoup plus qu'ailleurs. Nous, on n'a pas créé. C'est bon, c'est bien. Mais je me dis que est-ce que nous protégeons bien nos créations? Et puis après, vous verrez qu'il y a des résistances. Parce que nos États, par rapport au mobile money, devraient peut-être davantage adopter ces innovations technologiques-là. Faire en sorte, imaginons par exemple que la Côte d'Ivoire contrôle bien, relève le niveau du mobile money, et puis nous on décide de suspendre les banques classiques. Qu'est-ce qu'on fait? Ou de transformer, avec la transformation des banques qui deviennent mobiles. Parce que je note qu'il y a un peu de résistance, peut-être en dehors de l'Afrique. Aux États-Unis, je parle, ils font maintenant les mobiles étançaires, oui, il y a beaucoup de petites sociétés, mais vous remarquerez qu'en France, ici en Europe, ce n'est pas très développé. Il y a des résistances. Il y a des résistances. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne gagnent rien dedans ou parce que quelqu'un... Mais nous, quand on a la capacité de créer des révolutions, pourquoi on ne va pas jusqu'au bout? Pourquoi on est dans la banque traditionnelle et classique? Alors qu'on n'a aucune banque, alors que les banques là sont régies par des règles des plus forts de ceux qui nous dominent. Mais quand on a des technologies, des techniques qui semblent être à nous, pourquoi on ne les développe pas bien pour changer nos modes de vie, nos habitudes? Par exemple, on paye beaucoup de choses avec le mobile money. Mais pourquoi on ne paierait pas tout? Tout. Oui, tout chez nous en transaction. Pourquoi on laisse faire beaucoup? Électricité, téléphone, la télévision, l'eau, billets d'avion, maintenant on peut, en ligne, tout, on peut presque tout faire. Mais on peut mettre les salaires, on peut mettre en place les données, nos épargnes, tout, sur le mobile. On peut tout faire. Et puis, les banques se transforment de cette manière-là. Et puis, on sort des banques classiques qui ne nous appartiennent pas, souvent en Afrique. Donc voilà. Mais je dis cela, en fait, je prends cet exemple pour dire que nous devons renforcer la formation pour gagner la bataille de l'innovation technologique. Parce que c'est important. L'innovation technologique qui permet à la Chine d'être devant, qui permet aux États-Unis d'être devant, et qui, malgré les limites de l'Europe dans certains domaines, leur permet de dominer le monde. Vous allez voir que l'Europe a des faiblesses dans des domaines, ils dépendent des États-Unis, mais les États-Unis aussi ont des faiblesses dans des domaines, ils dépendent de la Chine. Et que Trump ne peut pas jusqu'au bout se lever pour dire faire 100%, 1000%, parce que si tu le fais, à un moment, tu vas être bloqué quelque part au Canada, qui réavitaille son pays, à un moment en Chine. Donc, il y a une interdépendance, comme vous avez dit. Et moi, mon vœu, ma grande prière, c'est qu'au niveau de l'Afrique, on gagne la bataille de l'éducation, de la formation et de l'innovation technologique. Ça, c'est un élément important. L'innovation technologique, c'est quelque chose qui va être créé par les Africains aujourd'hui, de nos jours, et puis le monde entier va adopter ça. WhatsApp, on n'a pas créé. Facebook, on n'a pas créé. On est dedans. Nous, on n'a jamais rien créé, mais c'est nous, on prend. Qu'est-ce que nous, on va créer, et puis ils vont prendre ailleurs partout. Réfléchissons africains. Nous en avons le potentiel, nous avons la capacité de ça. D'autant plus que quand les Africains, ces Africains vont aux États-Unis, ils sont en haut à la NASA. Quand ils viennent d'Afrique, leurs gènes d'Africains là, ils sont en haut à la NASA. Ils sont ici dans les programmes spatiaux. Ils sont ici dans les grandes universités. Mais pourquoi nous n'avons pas cette... Ils sont là dans les laboratoires de recherche, de médecine ou autre. Ils performent. Mais y a-t-il une malédiction pour que chez nous, en Afrique, sur le terrain, nous n'en soyons pas capables? Je ne crois pas. Il faut créer des transferts de technologie, il faut cet appel-là. faciliter. Et d'ailleurs, pour terminer, la bataille aujourd'hui, même, c'est vrai, ils se battent, ils ne font rien pour faciliter le transfert des technologies. On a vu les Américains tenter, dit-on, de limiter les capacités de la Chine. On voit ce que l'Iran subit aujourd'hui.
On veut limiter leur intelligence. Ils ont découvert le secret pour faire la bombe atomique, mais on dit qu'ils ne doivent pas faire. Et ils vont en train de détruire leur pays pour ça. C'est-à-dire, il y a 5 pays du Conseil de sécurité qui ont fait signer des traités à des pays. Israël n'a pas signé. Et Israël qui n'a pas signé se lève pour dire à l'Iran de respecter un truc que lui-même il n'a pas signé. Vous ne trouvez pas que ce monde est injuste? Au nom des États-Unis. Justement, Vous ne trouvez pas que ce monde est injuste? Totalement injuste. Ça veut dire que demain, s'il y a l'État de Côte d'Ivoire, il y a un chercheur qui est en train de découvrir comment on fabrique la bombe nucléaire, ils vont aller nous bombarder. Mais comment allons-nous éviter cela si nous sommes un pays, un grand pays comme l'Iran, si ce qu'un petit pays comme Israël est en train de lui faire. Et nous, on est là, mais regardez comment on construit nos villes, nos pays. On a vu l'une des faiblesses de l'Iran, ils n'ont pas d'abri souterrain dans les bâtiments. En dehors, voilà. Donc les immeubles, mais c'est comme ça nos bâtiments sont construits chez nous. Si demain il y a des guerres, on fait des trucs comme ça, on est vulnérable entre nous-mêmes et face à tous ces pays-là qui nous surveillent. Après, si je peux me permettre, le point quand même positif aussi de nos continents, c'est qu'on a quand même la population la plus jeune du monde. Et si, enfin moi c'est vraiment ce que je donne, mais arriver à s'organiser encore une fois, où, comme vous l'avez si bien dit, des sachants, il y en a un peu partout, que ce soit dans les différents domaines stratégiques qui permet de faire une nation ce qu'elle est aujourd'hui, c'est de faire à l'instar de nos confrères chinois ou indiens, de remobiliser les forces et de pouvoir aussi mobiliser les personnes qui ont la force financière, de pouvoir créer des institutions dites aussi peut-être privées, mais qui seraient au profit de relever la nation, et de là, les choses, elles peuvent se faire. Bon, pour arriver à là, nous avons, je pense, premièrement, des objectifs prioritaires. La Constitution, qui ne doit pas être touchée à chaque fois. Ça, c'est un. Ça, c'est la priorité numéro 1. On parlait des inventions. Les Africains inventent. Mais pourquoi ils ne sortent pas? Ici, à Paris, le général, je crois que c'est en 75 ou 80, il y a un jeune homme qui a fabriqué au Congo un moteur à réaction d'avion avec les boîtes. Le général de la brigade de France est allé prendre cet enfant-là pour l'amener ici en France. Il est arrivé ici, on dit il va aller à l'école. Il n'a jamais sorti. Au Zimbabwe, il y a un qui fabrique les avions. Ils sont 2. On a tué un aux États-Unis. Il y a un qui a fui, qui est revenu. En Côte d'Ivoire, à l'époque où moi j'étais à Abidjan, il y a quelqu'un qui a inventé une machine au temps de fouet. Cette machine n'a pas vu le jour. Donc, pour que nous arrivions, la première des choses, d'abord, on doit respecter nos règles. Pour que nous puissions arriver à faire quelque chose, il faut d'abord avoir la rigueur sur les règles qu'on se donne. Mais est-ce qu'on a ces règles-là? Déjà, une constitution est déjà modifiée plus de 6 fois dans l'année. Donc, à quoi on peut s'accrocher pour pouvoir faire quelque chose? Or, la Constitution des États-Unis, depuis 1900, le 16 juillet 1976, c'est cette Constitution-là qui marche jusqu'à aujourd'hui. C'est normal. Bon. Alors, nous arrivons à la fin de ce débat. Al-Afay a été clair, il a été précis, il a été courtois. Ce débat, nous allons l'amplifier ailleurs. Ça peut être ici, mais ça peut être à Abidjan. Le dernier mot, c'est quoi? Est-ce que la presse ivoirienne est prête à jouer le jeu de la démocratie et de la bonne information?
Je suis très content d'avoir vu tout à l'heure les représentants de la radio-télévision ivoirienne. Mais est-ce que cette télévision, plus les médias qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils sont prêts aujourd'hui à bien informer le peuple ivoirien en cette période électorale, monsieur Alafé? Oui, je pense que nous, les médias, je ne suis pas le porte-parole des médias ivoiriens, mais je crois savoir que malgré la diversité des lignes éditoriales, malgré l'engagement partisan et militant des journalistes, ça existe de part et d'autre, il y a une volonté de rester professionnel et soucieux du respect des règles de déontologie, qui sont des choses basiques, hein, quand on connaît les règles, et puis équilibre de l'information, écriture dans le respect des uns et des autres. Donc la presse ivoirienne est engagée dans ce sens. Je voudrais lancer un appel, l'exhorter à continuer dans ce sens-là, à renforcer son sens de la responsabilité, de la maturité, et lancer le même appel aux acteurs politiques, hein, pour dire que en général, on est le reflet, la presse est le reflet de la société et de ce que les acteurs politiques font. Donc elle a tendance à mettre le feu quand ils mettent le feu, elle a tendance à calmer quand les politiques calment. Il est difficile de compter sur la presse pour calmer quand les autres mettent le feu. Donc ensemble, nous devons calmer le jeu, acteurs politiques, acteurs de la société civile, et ce sera plus facile pour la presse. Monsieur Alafé Ouattili, lauréat du trophée Miriam Makeba 2023, merci d'accepter de te prêter aux questions-réponses. Et nous sommes très fiers, naturellement, du doyen qui nous prodigue sa sagesse. Quand un doyen appelle Le doyen tient bon. Et le chercheur, il faut que le chercheur continue à aller voir la jeunesse ivoirienne pour que les choses avancent. Donc, naturellement, la journaliste talentueuse et artiste Laetitia mérite un coup de chapeau. Donc, l'émission se termine. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Merci. Akwaba, Akwaba. Merci.